Bienvenue dans ce webinaire de présentation de la démarche du croisement des savoirs et des pratiques et de l'expérimentation territoriale que mène PQNA. Je suis Charlie Delorme, je suis chargée de mission politique de la ville à Pays et Quartiers de Nouvelle-Aquitaine. Je suis ravie d'animer ce webinaire ce matin avec vous. Je suis accompagnée par Laurence Léjoie, responsable du pôle cohésion à PQNA. Bonjour Laurence. Bonjour. Pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas encore, Pays et Quartiers de Nouvelle-Aquitaine, c'est le centre de ressources sur le développement territorial et sur la politique de la ville en Nouvelle-Aquitaine. On est un groupement d'intérêt public copiloté par l'État et le Conseil régional. Et PQNA œuvre depuis 25 ans pour accompagner les territoires dans le déploiement de différentes politiques publiques, en particulier vis-à-vis des populations les plus vulnérables et notamment dans les quartiers politiques de la ville. Parmi vous, en tant que participants, on a des élus locaux, on a des acteurs de collectivités locales qui travaillent sur la politique de la ville ou bien sur le développement territorial. On a aussi des acteurs associatifs ou d'autres acteurs privés intéressés par la démarche. Et l'objectif derrière ce webinaire, c'est de vous faire connaître et de vous acculturer à cette démarche du croisement des savoirs et des pratiques, telle qu'elle a pu être développée par ATD Quart Monde. Et c'est aussi, notre objectif, c'est aussi de vous informer sur l'expérimentation territoriale que lance PQNA sur cette démarche. Pour commencer et introduire ce webinaire, je vais tout de suite laisser la parole à Marie-Pierre Brun, chef du service politique de la ville à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, la DRETS Nouvelle-Aquitaine, qui est à l'initiative du développement de ce projet côté PQNA dans notre démarche expérimentale et qui est également l'une des administratrices côté État du GIP PQNA. Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous m'entendez bien parce que j'ai eu quelques problèmes de connexion ce matin. Écoutez, je suis ravie en tout cas de pouvoir ouvrir ce séminaire puisque cette démarche en tout cas, elle commence à dater. En tout cas, ça fait longtemps qu'avec PQNA, on a souhaité s'intéresser au croisement des savoirs. Alors, d'une part parce que c'est un processus dont j'avais entendu parler en Seine-Saint-Denis où j'exerçais et il me semblait que ça pouvait être intéressant au moment où on a fait un petit peu le bilan des conseils citoyens, de la participation des habitants dans les quartiers, de pouvoir en tout cas trouver des façons de faire, je vais dire, qui permettent de créer de bonnes conditions pour associer les habitants des quartiers. Donc il m'a semblé que la proposition d'ATD était intéressante à plusieurs égards. D'une part parce que ATD, de tout temps, est intervenu auprès de personnes qui sont en précarité et que nos quartiers sont définis aussi par un critère de pauvreté. Parce que les conseils citoyens ont montré que malgré toute la bonne volonté, à la fois des conseils citoyens, des personnes qui ont aussi essayé de participer à leur animation. On a vu que ça n'avait pas forcément marché, donc je crois qu'il y a vraiment une volonté, mais que peut-être on ne sait pas forcément s'y prendre et qu'il y a peut-être d'autres méthodes à expérimenter pour justement favoriser les meilleures conditions possibles. Et c'est la raison pour laquelle nous nous sommes tournés vers ATD Quart Monde pour essayer de changer aussi notre posture en tant que professionnel pour pouvoir créer ces conditions favorables pour qu'on ait effectivement aussi au sein des quartiers des projets qui soient conçus, en tout cas élaborés avec la participation des bénéficiaires. Donc ça, c'était
C'était sans doute intuitivement, en tout cas, mon souhait. Ensuite, effectivement, PQANA a participé à des échanges avec ATD, à des formations. Et puis, on a découvert aussi qu'on avait sur notre territoire, au niveau de la région, des personnes qui avaient qui étaient déjà formées et qui avaient déjà expérimenté. Et il me semble intéressant, en tout cas, de partager toutes ces expériences, puisque je crois aussi que la particularité, en tout cas, d'ATD, c'est de proposer quelque chose, en tout cas une formation qui est expérientielle, de pouvoir, en tout cas, d'avoir un accompagnement, je dirais, un peu sur mesure. Donc, c'est pas, voilà, je parlais des conseils citoyens, on a eu des offres de formation sur le sujet, on a eu des chercheurs en sociologie qui ont beaucoup travaillé sur le sujet. Voilà, j'étais plutôt à la recherche de quelque chose qui nous permette de vivre une expérience et puis une démarche itérative qui nous permette d'expérimenter avec des territoires volontaires. Voilà. Voilà un petit peu l'intention qui était la nôtre au niveau de la DRETS. Merci Marie-Pierre pour ces mots d'introduction qui permettent un peu de nous mettre dans le sujet et de nous donner un premier regard sur ce qu'apporte cette démarche du croisement des savoirs et des pratiques. On a prévu plusieurs séquences d'intervention sur ce webinaire et plusieurs intervenants, intervenantes qu'on va vous présenter au fur et à mesure. Mais donc juste pour vous donner les grandes séquences et sur la façon dont on va dérouler les choses, on va avoir une première séquence avec ATD Quart-Monde qui sont du coup à l'origine de cette démarche du croisement des savoirs et des pratiques, qui vont présenter les fondamentaux de la démarche, les points importants, essentiels, l'objectif aussi derrière cette démarche. Ensuite, on aura une deuxième séquence durant laquelle interviendra le centre d'animation des couronneries de Poitiers, qui nous fera part de son retour d'expérience sur une démarche de croisement des savoirs et des pratiques qu'ils ont menée sur leur territoire. Et puis, dans un troisième temps, PQANA vous présentera l'expérimentation territoriale qu'on lance pour accompagner un territoire sur une démarche de croisement des savoirs et des pratiques. Et puis, comme je le disais, en fin de ces trois séquences, on se laissera un temps de questions-réponses pour pouvoir entendre vos questions et y répondre. Donc du coup, sur la première séquence, je suis ravie d'accueillir Florence Bernard et Frédéric Subiotto de l'équipe qui sont membres de l'équipe du croisement des savoirs et des pratiques à ATD Quart-Monde et qui sont également à ce titre du coup formateurs sur la démarche du croisement des savoirs et des pratiques. Bonjour Florence et Frédéric. Je vous laisse du coup nous présenter cette démarche, la démarche portée par ATD, ses fondamentaux, les points saillants. Et puis, il y aura l'occasion de prendre 5 minutes de questions-réponses à la suite de votre intervention, si déjà il y a des premières questions spécifiquement sur cette séquence qui est vraiment importante parce que ça vient poser tout ce qui est la démarche du croisement des savoirs et des pratiques. Donc, voilà, je vous laisse la parole. Donc l'ambition du croisement des savoirs, c'est aussi l'ambition de notre mouvement, c'est de construire une société plus juste en associant pleinement les personnes ayant l'expérience de la pauvreté. Donc ça s'appuie sur une conviction de départ, mais qui se vérifie dans la pratique, évidemment. C'est que ce sont les personnes qui subissent le plus d'injustice et d'exclusion qui sont le plus à même, en fait, de nous aider à comprendre ce qu'elles vivent, mais aussi à comprendre sur quoi et comment il faudrait agir si on veut réussir à réduire les inégalités et finalement à stopper la reproduction de la pauvreté de génération en génération. Donc une démarche de croisement des savoirs, elle ne peut pas se faire sans la présence effective de personnes en situation de pauvreté. Donc c'est tout l'intérêt, mais c'est aussi le plus grand défi en fait. Donc pourquoi associer les personnes en situation de pauvreté ? En fait, le constat de départ, c'est un peu ça, hein, les politiques publiques et les actions de terrain ne sont jamais pensées avec les personnes les plus en difficulté, et du coup, elles ont du mal à les atteindre. En fait, on sait que dans la politique de la ville, il y a un énorme effort qui est fait pour associer des habitantes et des habitants. Il y en a eu pour réécrire les contrats de ville, on essaye dans les projets de les associer, mais même quand on arrive à être avec des habitants, on n'est jamais, enfin, ou vraiment très rarement,
avec les plus pauvres et les plus exclus. On ne réussit pas à les toucher. Et en fait, du fait que ces personnes ne sont pas là, on n'a pas une connaissance fine et de l'intérieur de ce que c'est la pauvreté, l'exclusion. On n'a pas la connaissance de ce que les personnes vivent, mais on n'a pas non plus la connaissance de comment elles analysent les choses. Pourquoi peut-être ce dispositif ne fonctionne pas, pourquoi les projets qu'on fait, finalement, ils n'arrivent pas à toucher les personnes qu'on visait en priorité. Et on se rend compte que quand on arrive à aller chercher cette connaissance et cette réflexion des personnes les plus en difficulté, et même si c'est qu'un petit nombre de personnes, hein, on sait qu'on ne va jamais déplacer des foules, mais même 5, 6, 7 personnes, elles vont nous permettre de comprendre des choses et nous permettre d'aboutir à des actions qui vont être finalement beaucoup plus adaptées à leurs problématiques et donc plus efficaces, non seulement pour elles, mais finalement pour tout le monde. Et ça, c'est vraiment l'intérêt et c'est ce qu'on observe quand on part en travaillant avec des personnes qui cumulent beaucoup de difficultés. Par exemple, ça peut être des personnes qui vont pas bien maîtriser la lecture et l'écriture, le numérique, des personnes isolées, des personnes qui ont du mal à aller vers les choses qui sont proposées. Quand on arrive à prendre en compte leurs difficultés, leurs idées, finalement, ça va servir à tout le monde. Les actions qui vont être pensées à partir des personnes les plus pauvres, bah, finalement, elles seront intéressantes dans notre quartier pour toutes les familles monoparentales, pour les personnes étrangères qui, elles aussi, maîtrisent pas bien le français, pour les personnes qui maîtrisent pas le numérique, pour les personnes âgées qui sont isolées, pour les personnes handicapées. Donc, on construit à partir des gens les plus en difficulté pour que ça serve vraiment à tout le monde. On peut passer à la diapo suivante. Donc, passer du témoignage au savoir collectif. Voilà, jusqu'à présent, effectivement, dans la politique de la ville, mais aussi au sein de toutes nos institutions, on sent qu'on a vraiment du mal à réfléchir avec les personnes en situation de pauvreté. Et quand elles sont là, c'est souvent, on se contente de leur demander un témoignage. Et pour nous, on souhaite vraiment passer du témoignage au savoir collectif. Mais alors, pourquoi ça? Tout simplement, car nous avons besoin d'elles comme de réels partenaires de nos projets, de nos projets. Aujourd'hui, dans les projets de lutte contre la pauvreté ou contre les inégalités sociales, nous avons comme partenaires des professionnels, des élus, des scientifiques ou des associations apportant différentes compétences, différents savoirs. Et pour faire les transformations sociales au sein de nos villes, de nos communautés d'agglo, mais au sein du travail social, dans l'éducation nationale ou ailleurs, on se base d'une part sur les savoirs universitaires, scientifiques. Ces savoirs universitaires, ils sont reconnus, ils sont légitimes, mais la connaissance universitaire de la pauvreté et de l'exclusion, elle est partielle en fait. C'est une connaissance indirecte, informative, c'est une connaissance froide. Et en fait, il lui manque la prise sur le réel, et par là, ça c'est vraiment important de l'avoir en tête, il lui manque ce qui rend la connaissance mobilisatrice et provocatrice d'action. On le voit très clairement actuellement aujourd'hui avec le changement climatique et toute la connaissance scientifique qu'on a sur le changement climatique, et on voit bien que ça ne mène pas à de l'action et ça ne mobilise pas forcément nos politiques et nos sociétés. C'est pour ça, dans le croisement des savoirs, on sollicite une deuxième catégorie de savoirs, et ce sont les savoirs d'action des professionnels et des élus, ou même des acteurs associatifs. Ces savoirs, ils sont reconnus aussi, ils sont légitimes, et ces savoirs, ils ont été acquis dans des écoles, par l'expérience professionnelle, sur le terrain, et ils ont donc un pouvoir pour transformer la vie des personnes. Mais on voit aussi que souvent les actions qui sont pensées pour les personnes en situation de pauvreté, sans elles, ne les atteignent pas vraiment. Pourquoi il nous semble vraiment important d'introduire ce nouveau savoir qui est celui du vécu de la pauvreté. Voilà, c'est vraiment leur savoir et leur réflexion, ils ne portent pas seulement sur leur situation vécue, sur les difficultés, mais ils portent aussi sur le monde environnement qui leur fait vivre, sur ce qu'est ce monde-là et sur ce qu'il devrait être pour ne plus exclure les plus faibles. Et voilà, vouloir être au niveau du savoir demande
de mettre des conditions pour permettre aux personnes en situation de pauvreté d'élaborer ce savoir, tout d'abord de l'élaborer, puis de le mettre en réflexion avec les autres savoirs plus établis et de pouvoir réellement participer à égalité. Ça, c'est aussi important dans le croisement des savoirs. On cherche une participation à égalité. Il n'y a pas un savoir qui est supérieur à un autre savoir. Ces trois savoirs, ils sont complémentaires, ils sont différents et ils sont à égalité. Et donc, on va faire des allers-retours systématiquement dans cette démarche du croisement des savoirs et des pratiques entre les savoirs universitaires, les savoirs d'action et les savoirs du vécu de la pauvreté. C'est pourquoi aussi, dans une démarche de croisement des savoirs, nous allons travailler sur ces conditions, et une de ces conditions, c'est le travail par groupe de pairs, qui sont des groupes de personnes d'un même milieu. Alors, donc, mais pour ça, en fait, bien sûr, les premières étapes, c'est aussi de rejoindre les personnes en situation de pauvreté là où elles sont, et de leur proposer un espace de réflexion. Les rejoindre là où elles sont, tout simplement parce que souvent elles ne viennent pas dans nos institutions, elles sont pas forcément dans nos associations. Voilà, on travaille avec des centres sociaux et elles passent pas forcément à la porte des centres sociaux. Donc déjà les rejoindre en s'appuyant sur les associations et en allant dans les lieux là où elles sont vraiment. Ça, c'est le premier temps d'une action de croisement. Et c'est vraiment un temps important, qu'on ne fait pas souvent. Lorsqu'on sollicite la participation, on sollicite leur participation, on pense qu'elles vont venir à nos réunions, mais elles ne viennent pas. Donc, c'est à nous d'aller les rejoindre là où elles sont. Mais aussi, on souhaite leur proposer un espace de réflexion. C'est un espace, en fait, où voilà, elles vont commencer à prendre confiance en elles, à s'écouter, à apprendre à réfléchir ensemble, et à voir le commun qu'il y a dans leur vie. Voilà, dans cette vie de pauvreté, il y a beaucoup de choses qui sont communes en fait. Et c'est ça qu'elles vont commencer à explorer et à voir par rapport donc à la problématique posée par le projet, toutes ces choses communes qu'elles vont pouvoir ensuite retransmettre aux autres et aux autres personnes et qui sont les bases de leur savoir. Donc voilà, et donc, comme je disais tout à l'heure, un des éléments importants de ce croisement des savoirs, c'est le travail en groupe de pairs. Alors, ces groupes de pairs, ce sont des groupes voilà, de personnes de milieux homogènes. Il va y avoir des groupes de pairs de personnes en situation de pauvreté, peut-être des groupes de pairs d'habitants, voilà, mais aussi des groupes de pairs de professionnels, peut-être de la politique de la ville, peut-être d'élus, voilà. Ça va dépendre vraiment du sujet, de la problématique qu'on va vouloir travailler. Si on est par exemple, sur des questions de santé, il y aura des professionnels de santé. Et ces groupes de pairs, ils ont plusieurs intérêts en fait. Donc, le premier intérêt, c'est que vraiment, on va pouvoir passer d'une expérience individuelle à un savoir collectif. Ça, c'est très important à la fois pour les personnes en situation de pauvreté, mais aussi pour tous les professionnels, pour les élus, pour les chercheurs. On voit en fait que ces personnes ont très peu d'occasions de réfléchir ensemble, de mettre ensemble les expériences qu'elles vivent et de trouver le commun qu'elles ont entre elles. Donc ça, c'est un premier intérêt. Le deuxième intérêt, c'est créer les conditions pour une liberté de parole. Alors ça, c'est bien pour tout le monde également, dans tous les groupes de pairs, parce que qu'on soit professionnel, élu ou quoi, il y a toujours aussi des personnes qui parlent plus que d'autres, qui prennent le pouvoir sur d'autres. Et donc, on va créer vraiment les conditions pour que tout le monde puisse vraiment s'exprimer, s'écouter. Mais c'est vraiment aussi très important pour les personnes en situation de pauvreté, parce que voilà, oser prendre la parole quand on n'a jamais été écouté, quand on n'a jamais été entendu, quand on n'a pas forcément été non plus longtemps à l'école, ça demande de prendre confiance en soi, d'oser parler, oser dire non, oser dire sa pensée, oser aussi se contredire et peut-être faire ce cheminement dans sa pensée pour pouvoir l'exprimer aux autres. Donc voilà, on va créer vraiment ces conditions-là. Et du coup, ce commun que l'on va construire en allant de ces expériences individuelles à ce savoir commun,
il est légitime, quoi. Il donne de la légitimité. C'est pas un simple témoignage, il est représentatif. Voilà. Ces groupes de savoir vont aussi permettre une autonomie des savoirs, c'est-à-dire qu'on va vraiment donner de l'intérêt à chacun des savoirs, que ce soit les savoirs universitaires, les savoirs des professionnels, des élus, mais aussi des personnes en situation de pauvreté. Et ces savoirs vont se construire indépendamment pour ensuite pouvoir se croiser, se mettre en réflexion et aussi, du coup, se renouveler, c'est-à-dire ce que disent les autres groupes commence à nous faire réfléchir notre propre connaissance, notre propre savoir, et du coup, comment on est prêt à aussi bouger nos lignes et voir comment on peut intégrer ce qui est dit pour faire des nouvelles propositions. Voilà. Voilà, donc concrètement, dans un travail en croisement des savoirs, on va être toujours dans cette alternance entre groupe de pairs et plénière. On disait il y a un objectif de transformation sociale, ça c'est la grande ambition, mais dans un temps de croisement des savoirs, il va y avoir évidemment un objectif beaucoup plus précis en fait. Dans le début d'un projet, c'est ça qu'on définit. Ça peut être favoriser la réussite scolaire de tous les enfants du quartier, favoriser l'entrée en formation des jeunes, favoriser l'accès aux soins. Enfin voilà, il y a un objectif précis et c'est cet objectif qui va déterminer les groupes de pairs. Et c'est, comme le disait Frédéric, une animation qui est très cadrée en fait, donc portée par une équipe d'animateurs et d'animatrices formés. Et le rôle des animateurs, il va vraiment être d'accompagner, de soutenir le groupe en fait dans le cheminement dans toutes les étapes du croisement des savoirs, que chaque participant puisse prendre pleinement sa place, et ce qui veut dire effectivement de réduire les rapports de domination. À l'intérieur des groupes de pairs aussi, il y en a toujours, dans les réunions, on voit toujours des gens qui parlent plus que d'autres et qui imposent un peu leur point de vue, des gens plus timides qu'on n'entend pas, qu'on soit professionnels ou habitants d'ailleurs. Donc là, ça vise vraiment à ce que chacun puisse prendre sa place dans le groupe de pairs, et après, à ce que les groupes de pairs entre eux soient entendus à égalité, qu'on prenne vraiment en compte le point de vue de chacun, et ce qui suppose aussi d'oser se dire les choses sur lesquelles on n'est pas d'accord. Mais évidemment, les choses qu'on ne comprend pas, les choses sur lesquelles on n'est pas d'accord. Mais toute l'expérience et la formation des animateurs, ça va être justement de créer ce cadre d'écoute mutuelle, de respect, où on essaye de s'enrichir des apports des autres, au lieu d'essayer simplement d'imposer sa vision, qui est ce qu'on essaie de faire généralement, naturellement. Donc les étapes d'un croisement des savoirs, quel que soit le sujet, on va toujours être sur les mêmes étapes. On va utiliser des outils différents, mais les étapes, c'est toujours de commencer par un croisement des représentations mutuelles. Qu'est-ce qu'on a dans la tête les uns et les autres quand on entend le mot quartier, le mot école, le mot santé? Qu'est-ce qui nous vient? C'est vraiment important de se rendre compte des représentations. Nos représentations ne sont pas les mêmes selon notre histoire, notre expérience, notre formation, notre responsabilité. Pour illustrer, à Bayonne, on a travaillé il y a quelques années dans le cadre de l'atelier Centre Civil, qui est dans le cadre aussi de la politique de la ville. Et on travaillait sur un quartier, donc sur le mot de ce quartier-là, en demandant les représentations avec du photolangage. C'était complètement différent, évidemment, entre le groupe d'habitants, le groupe de professionnels qui venaient travailler sur le quartier. Les professionnels, eux, leur représentation, c'était autour d'un quartier interculturel dans lequel il y avait des solidarités, etc. Les habitants, leur représentation, ce qu'ils ont sorti comme mot d'abord, c'était ordures, drogue. Et on se rendait compte que c'est sûr que quand on vient travailler sur un quartier avec une certaine mission et quand on y vit, c'est pas la même chose, on voit pas la même chose. Donc c'est important de voir d'où on part. Dans un deuxième temps, on va croiser des analyses. Ça peut être à partir d'une situation réelle, à partir d'un récit, à partir de questions que les groupes vont travailler. Qu'est-ce qui fait que les parents ne réussissent pas à entrer dans l'école? Qu'est-ce qui fait que les jeunes ne vont pas à la mission locale? Enfin bon, des choses très concrètes. Et on va entendre à partir de là, finalement, qu'est-ce qui peut faire obstacle? Qu'est-ce qui coince, en fait? Sur quoi il faudrait agir? Dans un travail récent à Marseille, en fait, les professionnels, ils se sont rendus compte que les parents qui ont été en souffrance eux-mêmes à l'école, passer la porte de l'école, en soi, ça peut être rebutant, en fait. Même s'ils ont envie que leur enfant réussisse, c'est une expérience qui a été des fois très violente pour eux, et passer la porte de l'école, ils n'y arrivent pas. Et du coup, le café des parents,
qui était là pour favoriser ce lien parent-école, mais qui était à l'intérieur de l'école, finalement, ils se sont rendus compte qu'en le déplaçant à l'extérieur de l'école, finalement, il atteignait beaucoup plus son objectif et que ça pouvait être plutôt aux enseignants de sortir un petit peu de l'école. Et puis la troisième étape, ça va être de la coproduction. On produit ensemble des résultats. Ça peut être, selon le travail qu'on fait, des repères pour mieux travailler ensemble, par exemple, entre parents et professionnels, entre habitants et professionnels. Ça peut être des pistes d'action très précises par rapport à une problématique. On peut coproduire peut-être un écrit entre les participants qui va être transmis aux autorités responsables de la thématique travaillée. Voilà, ça dépend du travail. Mais il y a toujours ces trois étapes. Puis ensuite, ça va être, voilà, bien sûr, de diffuser les résultats, pareil, hein, aux décideurs qui peuvent avoir un impact, ou ça peut être diffuser les résultats aux habitants aussi. Voilà. Permettre que d'autres habitants plus largement découvrent le travail qui a été mené, pour les mobiliser aussi. La mise en œuvre avec tous les acteurs, donc pareil, ceux qui ont participé à ce temps de croisement, il y a des choses peut-être à faire à leur niveau, mais aussi plus largement. Et puis une étape d'évaluation. Évaluation, des fois, c'est beaucoup dire, hein. On sait qu'on voudrait toujours évaluer, on n'arrive pas toujours à évaluer, mais au moins observer les résultats, je ne sais pas, un an après, peut-être se revoir et voir ce qui a changé, comment ça a pu impacter, et en particulier les personnes les plus en difficulté. Très bien, on va très vite aller. Bon, voilà, donc dans le croisement des savoirs, il y a 3 champs d'application en fait. On peut faire du croisement des savoirs au niveau de formation, on appelle souvent ça de la co-formation. Donc c'est des professionnels qui se forment avec des personnes en situation de pauvreté sur de l'amélioration de pratiques professionnelles, et on fait ça dans tous les domaines. Justice, santé, travail social, politique de la ville, etc. On peut faire du croisement des savoirs en recherche, et souvent en recherche-action. Donc on a mené de nombreuses recherches, notamment à l'international, avec l'université d'Oxford ou d'autres, ou avec le CNRS. On peut faire de la recherche en croisement des savoirs, et on peut bien sûr faire des actions en croisement des savoirs. Donc voilà, comme il a pu y en avoir dans des écoles, mais aussi au niveau de conseils citoyens, etc. Donc voilà, 3 champs d'application. Voilà, pour faire ce croisement des savoirs, il y a des conditions préalables. Alors, il faut que chaque personne qui participe à un temps de croisement des savoirs soit déjà volontaire. Voilà, il n'y a pas d'injonction à participer, il faut être volontaire, et il faut avoir une volonté de changement. On peut pas, une personne qui n'est pas dans un état d'esprit où elle est prête à faire évoluer ses pratiques, à bouger un peu les lignes, bon, ben, c'est mieux qu'elle ne participe pas au croisement des savoirs. Donc il faut une volonté de changement pour tous les acteurs, à la fois les personnes en situation de pauvreté, les habitants, mais aussi voilà, élus, professionnels, etc. Bien sûr, dans un temps de croisement des savoirs, il y a présence absolument effective des personnes en situation de pauvreté. Des fois, il n'y a pas de chercheurs. Des fois, il y a des professionnels et des personnes en situation de pauvreté. Des fois, il n'y a pas de professionnels, il y a des chercheurs et des personnes en situation de pauvreté. Mais en tout cas, il y a tout le temps des personnes en situation de pauvreté. Ça, c'est vraiment l'originalité de cette démarche. Et voilà, on ne peut pas faire sans elle. Accepter aussi que chaque participant doit accepter que chacun est porteur d'un savoir indispensable, et donc on est prêt à entendre ce savoir et voilà, et à revoir le sien. Et bien sûr, comme le disait Florence, ça demande des conditions. Voilà. Pour pouvoir faire cette confrontation de savoir, ces échanges, et les mener dans un cadre respectueux, eh ben, on a besoin d'un cadre de travail exigeant, et c'est pour ça aussi qu'on forme les personnes à bien avoir la compréhension, la maîtrise et le sens et l'éthique de ce cadre de travail. Voilà. Et puis là, très vite, du coup, ça, c'est un peu notre dynamique. Donc, depuis 1996, voilà, date du premier programme de recherche Carmonde Université qui est à l'origine de la démarche du croisement. Voilà, on montrera, mais ça, c'est si vous voulez diaporama. Donc, on a fait de nombreuses co-formations, voilà, des recherches, des actions, voilà, dans différentes villes, quartiers, et on a fait informer un certain nombre de professionnels. Voilà. Merci beaucoup à vous deux pour cette présentation. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de questions sur votre intervention, et s'il y en a d'autres, on pourra y revenir à la fin du webinaire. Il y avait une question sur votre contact, du coup on s'est permis de transmettre l'adresse générique du croisement.
Merci du coup pour cette présentation et je trouve qu'on voit de votre présentation et puis pour aussi l'avoir vécu, que c'est une démarche particulièrement sensible qui se vit en l'expérimentant et qui prend tout son sens en expérimentant aussi le croisement. Et du coup, pour incarner, pour illustrer la présentation qui vient de vous être faite, on a invité le centre d'animation des couronneries de Poitiers qui, eux, ont expérimenté une démarche de croisement des savoirs et des pratiques sur leur territoire et qui sont là pour nous en témoigner. Et donc, j'ai le plaisir d'accueillir Alexandra Nérodo et Ludivine Lavore. Donc, Alexandra Nérodo, directrice adjointe du centre d'animation des couronneries, et Ludivine Lavore, coordinatrice du pôle famille au centre d'animation des couronneries. Vous avez toutes les deux été formées auprès d'ATD Quart-Monde sur cette démarche du croisement des savoirs et des pratiques, puisque c'est un impératif pour pouvoir concevoir et puis animer cette démarche. Peut-être la première question que je voulais vous poser, c'est celle de... on voit que quand on commence une démarche de croisement des savoirs et des pratiques, pour l'initier, pour la déployer, c'est important de partir d'enjeux existants sur le territoire, mais aussi d'une volonté des acteurs, ATD l'a dit. Et donc, vous, sur le lancement de votre projet de croisement des savoirs et des pratiques, de quels besoins, de quels acteurs et de quelle volonté ce projet a émergé? Bonjour tout le monde. Bonjour. Donc moi je suis Alexandra. Du coup nous sur le quartier des Couronneries, donc c'est un quartier politique de la ville d'un peu plus de 10 000 habitants à Poitiers. En fait on coordonne ce qu'on appelle la coordination éducative et la parentalité du territoire depuis toujours. Les coordinations de ces instances-là sont confiées aux maisons de quartier à Poitiers en tout cas. Et du coup, c'est un quartier où il y a une belle dynamique partenariale, on va dire. Et en fait, au sein de cette CET, cette coordination, suite au confinement, à la crise sanitaire, en fait, on a échangé beaucoup, partagé beaucoup de choses avec les différents acteurs, les écoles. Et nous, on est voilà, sur le terrain avec les familles, auprès des familles en tout cas. Et le constat, c'était que le confinement avait été une marée, une vague, on va dire, qui avait submergé tout le monde, et notamment les familles qui vivent et qui subissent la précarité et la pauvreté, beaucoup plus que les autres, de par plein de raisons. Et notamment, du coup, qu'il y avait un écart qui s'était creusé pendant la crise sanitaire entre la relation des familles à l'école, avec tout un tas de situations diverses et variées que, en partie, le centre social, en partie, avait tenté de pallier, de combler. Bref, toujours est-il que sur cette CET, après le confinement, on s'est dit, il y a quand même, voilà, la précarité, elle ne fait qu'augmenter. Il y a tellement de familles qui ont été perdues pendant cette situation de crise sanitaire. Il y a quelque chose à restaurer dans la relation, mais avant de la restaurer, il faut la décortiquer. C'est quoi les enjeux de cette relation? C'est quoi les enjeux de la complexité des codes de l'école que beaucoup de familles n'ont pas et qu'elles ne peuvent pas avoir pour plein de raisons, parce que leur vie, elle est à d'autres endroits, leurs priorités, elles sont à d'autres endroits souvent, et que les écoles, souvent, elles pensent bien faire, parce que dans cette coordination, il y a beaucoup d'acteurs de l'école, des directeurs d'école, etc. Et pour autant, c'est quand même leurs priorités peuvent être ailleurs, mais par contre, leur intérêt n'est pas forcément moindre pour autant. Ah, bien sûr. C'est dans leur préoccupation principale que leurs enfants réussissent, évidemment. Ouais. Et du coup, ils confient ça à l'école sans tout comprendre de ce qui s'y passe, mais pour eux, voilà, ils ne se sentent pas légitimes. C'est ça. Et donc, en fait, donc ça, c'était en 2021, enfin 20, quoi, la sortie de la crise. Ensuite, et en 2022, le quartier des Couronneries est devenu cité éducative. Voilà, et avec une dynamique nouvelle, on va dire, enfin en tout cas nouvelle, des financements déjà, voilà, qui permettent de monter des choses. Et nous, ça faisait quelques temps qu'on voulait monter un chantier qui s'appelle pour plus de justice sociale en éducation.
Donc, on est parti du principe que déjà, et donc avec cette envie de se former au croisement des savoirs, parce que on a des collègues de Poitiers qui avaient qui agissaient autour de démarches de croisement, voilà, qui avaient porté leurs fruits, on va dire, et qui avaient donné dans des échanges des choses intéressantes. Et on s'était dit, bon, ben, on va commencer par le début, se former. Donc, on est quatre personnes du centre d'animation à s'être formées. Et ensuite, on s'est dit, ben, maintenant qu'on est formé, si on lançait une démarche de croisement. Et la chance qu'on a eue, c'est qu'on avait un environnement favorable, puisqu'on avait une nouvelle inspectrice qui connaissait bien la démarche de croisement, qui était très sensible à celle-ci. Et donc, du coup, on s'est dit, ben, banco, on pose un chantier. Donc, on s'est formé. Dans les formatrices qui nous ont accompagnés, on nous a conseillé de prendre appui. Donc, on a été accompagnés sur la mise en place du croisement par Clotilde Granado, d'ATD, voilà, qui nous a un peu orienté, conseillé les différentes étapes. Et donc, voilà, on a mis en place ce croisement avec, du coup, 3 groupes. Donc, évidemment, un groupe de parents et un groupe, du coup, d'acteurs de l'école, donc des directeurs d'école, des enseignants et un groupe d'acteurs éducatifs. Voilà. Sur, du coup, en tout cas, ça c'est le sujet qui a été, la problématique qui a été retenue suite à un travail avec les parents pendant plusieurs mois, c'était la question de la confiance. Voilà, comment travailler la confiance. C'est quoi avoir confiance en l'école? Et puis 2 matinées très spécifiques sur ce sujet-là, pour pouvoir effectivement, en amont du croisement, bien identifier le problème. Ouais. Voilà, donc, et donc on a monté un copil avec les acteurs qu'il faut autour de la table. On a pensé avec l'inspectrice, du coup, les dates de croisement 1 an avant, parce que ça, vous avez dit si effectivement, de toute façon, c'est sûr que s'il n'y avait pas les acteurs de l'école, le truc aurait capoté, quoi. C'était pas faire pour faire, évidemment. Donc, on a vu ça 1 an avant et vraiment, ça, c'était important que l'éducation nationale suive ce projet-là et soit vraiment partenaire du projet parce que tous les feux étaient ouverts, on va dire. Voilà. Oui, parce que si on n'avait pas eu ça, ça aurait été compliqué d'avoir les enseignants parce qu'en fait, ils n'auraient pas été remplacés. Oui, et c'est en ça où Mme Granado nous avait dit, voilà, il faut absolument, la première chose, c'est l'inspectrice pour qu'elle puisse être partie prenante et que du coup, elle mette les choses en place en interne de leur organisation pour permettre aux enseignants de se libérer. Et puis après, on a aussi eu la chance en novembre 2020 d'un poste qui est arrivé d'animatrice de la relation enfant-famille-école qui a été également un levier. Oui, ça, c'est une chance qu'on a sur le territoire. Voilà, donc tout était un peu... en tout cas, l'écosystème était très favorable à ce que ce chantier puisse se lancer. Et ça, c'est important, en fait, que tous les voyants soient ouverts. Sinon, ça va devenir... Oui, il y a eu un ensemble de conditions réunies au niveau des acteurs, des volontés. Et puis, au bas mot, c'est quand même plus de 2 ans de travail, en fait. Même un peu plus de 2 ans et demi. Donc, en fait, c'est quand même... ça se met pas en place comme ça. En tout cas, sur un territoire comme le nôtre, qui est très gros, peut-être qu'à d'autres endroits, ça peut être plus rapide. Selon la thématique, selon les groupes. Oui. Ça rejoint le fait que ce soit une démarche exigeante, mais qui est nécessaire pour permettre ensuite de vraiment aboutir à un projet collectif qui prend en compte tout le monde et qui rejoint les bons objectifs. Merci là-dessus. Une autre particularité de la démarche du croisement des savoirs et des pratiques, c'est d'amener les acteurs participants aux journées à définir collectivement la problématique de travail durant les journées et non pas en amont, même si on voit bien qu'en amont, il y a quand même une réflexion sur les enjeux qui seront travaillés, le sujet à poser. Il y a déjà une première étape qui a été réalisée pour cadrer les choses, mais ensuite, le gros du travail sur la définition de la problématique, elle est durant les journées.
Et du coup, de votre côté, quelle était la problématique qui a été retenue? Vous avez évoqué le sujet de la confiance, mais est-ce que vous pouvez un petit peu entrer sur voilà, le travail qui a été fait durant ces journées d'animation, ce que la problématique a permis de construire aussi derrière, et ce à quoi ça aboutit en termes de livrables? En fait, avec les parents, on avait donc eu toutes ces matinées d'échanges autour de l'école et de situations vécues qui étaient difficiles pour eux, douloureuses, qu'ils avaient subies. Voilà. Et donc, du coup, là, il y avait cette notion autour de la confiance, qui en tout cas qui était importante. Donc, on a travaillé au début du croisement sur deux mots, en fait, ce qu'était l'école pour les uns et les autres, et ce que chacun mettait derrière, et puis ce terme de confiance. Sur les représentations. Voilà, voilà cette première étape dans le croisement sur les représentations. Et finalement, ça a été le plus chamboulant pour les partenaires de l'école, parce qu'ils étaient vraiment beaucoup, ils étaient persuadés d'être au bon endroit pour certains, en tout cas, du groupe. Et en fait, ils se sont aperçus que ce que les parents mettaient derrière l'école et attendaient de l'école n'était pas tout à fait au même endroit que eux, ce qu'ils supposaient que les parents mettaient. Et donc, vas-y, je vais prendre le relais. Et du coup, la problématique qui en est ressortie dans les travaux avec les groupes, Sur la deuxième journée, oui, je crois. sur la deuxième journée, troisième. Ouais. C'était comment se rendre accessible pour que les échanges école-famille prennent en compte les difficultés de chacun. Par le mot chacun, il a été précisé en fait qu'il s'agit des familles et non pas des problèmes, des difficultés de l'école. Voilà, c'était bien de chacun au sens chaque famille. Voilà. Et donc, on a travaillé sur cette problématique et on a aussi, en fait, il y a une précision, c'est qu'on a fait, avec l'accord des participants, venir un facilitateur graphique pendant les journées qui a donc facilité les échanges. C'était important pour que les familles gardent une trace de de ce qu'on avait travaillé tous ensemble, et donc sous la forme d'un livret qui leur sera donné. C'est pas du tout un livret de communication qui va être diffusé, ça reste Dans les trois groupes de participants uniquement. Voilà, c'était important pour eux. Et du coup, le travail avec les groupes a abouti à l'écriture d'une charte des préalables à la confiance dans la relation parent-école. Cette charte, elle sera diffusée au niveau des 3 écoles. On a trois groupes scolaires sur le quartier. Et donc, on travaille actuellement avec l'inspectrice pour justement voir comment on peut la diffuser, parce que il ne s'agit pas uniquement de l'afficher, il faut que les équipes se l'approprient, comprennent la démarche, d'où elle vient, parce que c'est pas toujours... Pour ceux qui ont vécu, c'est une évidence, ça les a... C'est transformateur. C'est vrai que les 8 acteurs de l'école qui ont vécu le croisement, voilà, c'est pour eux, je pense que leur posture, ne serait-ce que ça, elle a changé à tout jamais. C'est peut-être un peu présomptueux de dire ça, mais en tout cas, ils le disent comme ça. Notamment la première journée sur les représentations qui a été chamboulante pour eux. Et puis voilà, d'avoir perçu, nous, on a bien utilisé la métaphore un peu de l'escalier, et que voilà, l'idée, c'est bien que ce soit pas qu'on cherche absolument à faire monter les familles, les marches de l'escalier, mais bien que l'école descende vers les familles. Et donc, je pense que cette image-là, en tout cas, les 8 directeurs, enseignants, voilà, qui ont participé au croisement, voilà, ça y est, aujourd'hui, ils ont ça en eux. Mais du coup, quand ils sont revenus dans le groupe scolaire pour témoigner de l'expérience vécue, dire, voilà, on va changer ça, on va faire ça, la charte va arriver bientôt, il faut qu'on travaille en conseil des maîtres là-dessus, etc. Certains, il y a des écoles où ça a mal réagi. Voilà, donc maintenant, il faut qu'on travaille, ça, c'est la volonté de l'inspectrice, il faut qu'on travaille avec chacun des groupes scolaires à ce que cette charte, elle soit pas dogmatique au sens
voilà, tout ce que vous faites, ça ne va pas, il faut faire comme ça maintenant, parce que ça, les enseignants, ils n'aiment pas. Et donc, voilà, il faut qu'on réfléchisse à amener ça dans chacune des écoles de manière douce, mais pour autant nécessaire, parce que, voilà, il y a quand même des choses voilà, qui sont apparues, qui nous semblent être voilà, obligatoires demain pour une relation de confiance, ne serait-ce que lors d'une rencontre entre un enseignant, quand l'enseignant convoque le parent. Bah non, il ne le convoque plus déjà, mais on en était encore là dans certains groupes. Voilà, donc le décorum autour de la rencontre, comment c'est important pour les familles de demander comment elles vont. Est-ce que c'est difficile en ce moment? Qu'est-ce qui est difficile pour eux? Et ça, les enseignants, par exemple, c'est un des petits trucs qu'ils ont dit, mais jamais ils auraient pensé qu'ils pouvaient s'autoriser à poser cette question. Pour eux, c'était de l'ordre de l'intimité Voilà. familiale Et et toutes ils les y entraient familles, pas, quoi. tous les parents, les 9 parents qui étaient présents, ont dit, bah, en fait, nous, si vous ne nous demandez pas ça, on a l'impression qu'on n'existe pas, en fait. Parce qu'on sait qu'avec les familles, en tout cas du quartier, si on ne demande pas comment vont les enfants, comment ça va la vie à la maison, est-ce que ça va, est-ce que c'est difficile en ce moment, est-ce que, voilà, il y a tout un tas de questions que nous, au centre social, c'est un peu facile, on a l'habitude de poser. Enfin, je veux dire, c'est notre quotidien, mais que du coup, c'est vrai que voilà, l'équipe enseignante, enfin, en tout cas, au sein de l'école, ils n'ont pas tous ce réflexe-là d'oser poser ces questions-là. Donc ça, par exemple, c'est la première question à poser. Voilà, dans la charte, c'est avec des exemples de questions que les parents ont proposées, qui étaient importantes pour eux. Merci. Bon, du coup, vous nous avez parlé à la fois en termes de voilà, ce que ça avait produit en termes plus matériels, l'élaboration de cette charte mise à disposition des différents acteurs, mais aussi ce que ça avait produit de façon plus indirecte sur les personnes qui y ont participé, les transformations dans les postures, dans les pratiques des professionnels, mais aussi des familles. C'est en effet voilà, c'est ce qu'on voit sur les démarches de croisement. Merci pour ce retour-là. Et peut-être ma dernière question, c'était donc plutôt sur... vous avez déjà évoqué certains éléments, mais si jamais il y en a d'autres, sur quelques éléments ressources, selon vous, qui ont permis à cette démarche de se dérouler au mieux, qui ont contribué à la réussite de cette démarche. Si jamais vous aviez un ou deux conseils à transmettre à des acteurs qui souhaiteraient se lancer dans une démarche, lesquels ça serait? Bah, après, comme on l'a dit, mais du coup, je vais resynthétiser par point. Alors, nous, c'était avec l'école, mais il peut y avoir des croisements avec d'autres acteurs ou institutions. Mais en tout cas, il faut que l'institution soit partie prenante. Donc, il faut trouver le bon interlocuteur parce que ça va jouer aussi là-dessus, sur la sensibilité finalement. Là, c'était voilà, la sensibilité d'une inspectrice qui nous a permis à faciliter en fait cette mise en place de cette démarche. Donc voilà, chercher, se renseigner dans le réseau, quel serait l'interlocuteur qui pourrait être facilitateur, parce que sinon, bah, effectivement, en termes d'organisation, pour que les professionnels se rendent disponibles, ça va être compliqué. Comme Alexandra l'a souligné, nous, on avait un environnement qui était propice, c'est-à-dire que à la fois des acteurs se questionnaient, voyaient bien qu'il y avait des choses qui étaient compliquées. À la fois, on avait un levier qui était celui de la cité éducative, hein, voilà, pour aussi des questions de moyens. Il ne faut pas se le cacher, hein. Ça nécessite du temps de travail, ça nécessite de se former si on ne l'est pas. Enfin, voilà, en tout cas, tout ça. Du temps, il faut prendre le temps. Et puis, nous, on avait, comme je l'ai dit tout à l'heure, un poste au niveau enfin, voilà, de l'animatrice de la relation enfant-famille-école qui a joué un rôle important dans la construction de cette démarche. Car, en fait, dans la relation quotidienne qu'elle a nouée avec les familles depuis novembre 2020, on a pu aussi identifier les familles en situation qui ont vécu la précarité et la pauvreté, parce que ça, c'est pas toujours si facile. En fait, on va pas voir les gens, vous vous considériez pauvre,
c'est pas comme ça que ça se passe. Et du coup, il y a une finesse de relation quand même à avoir pour qu'on soit bien avec, identifier voilà, bien le public que vise en fait un croisement. Et puis le dernier ingrédient, on va dire, important, en tout cas, nous, qui a été notre, Oui, c'est comme on m'a dit tout à l'heure. voilà, c'est à post-formation croisement, c'est le compagnonnage, je vais l'appeler comme ça, avec les conseils voilà, d'une personne d'ATD. Enfin, nous, on se voyait pas trop se lancer comme ça, quoi. Donc, du coup, ça, c'était important, d'autant que dans le chantier plus de justice sociale en éducation, on avait une phase A qui était une conférence sur les effets de la précarité sur la réussite éducative des enfants, à laquelle Clotilde Granado était venue. Voilà, on a fait une grosse conférence sur le quartier, sur ce sujet, qui a été un peu une phase préparatoire, on va dire, au lancement du croisement après. Ok. Oui, parce que ça passe du coup par plan d'étape. Il faut réussir aussi à parler aux autres acteurs pour les engager, pour, enfin, en tout cas, Et puis, voir s'ils ont un intérêt. ça permettait de sensibiliser aussi les enseignants. Après, il y a eu tout un travail entre ceux qui voulaient participer et ceux qui ont pu. Mais ça, après, voilà, c'est quand on est formé, on nous dit bien ça. Attention, il ne faut pas de lien de dépendance entre les gens. Donc, la priorité, c'était les familles qui allaient en faire partie. Et ensuite, il y a un lien de dépendance avec ces familles vis-à-vis des enseignants qui veulent participer. Mais pour que des enseignants veuillent participer, ça nous semblait important aussi d'avoir ce temps-là de conférence et de sensibilisation de tous. Sachant qu'il y avait des enseignants qui étaient participants, mais qu'on avait un peu obligés à participer. Donc, voilà, c'était pas évident aussi. Donc, parce que ça, faut quand même qu'il y ait une démarche de volontariat, parce que c'est engageant comme démarche, parce qu'elle remue. Donc, du coup, Ok. mais ça se prépare, oui, ça se prépare, c'est long, mais c'est passionnant et c'est en termes de transformation. Et on a parlé de la transformation tout à l'heure sur les acteurs de l'école, mais c'est sur les familles. Enfin, aujourd'hui, voilà, c'est plus les mêmes. Enfin, en tout cas, une grosse partie d'entre eux, c'est plus les mêmes. Voilà, parce que la méthode, enfin, et puis parce que les étapes, elles font grandir les gens et elles sont vraiment. Enfin, on part tellement d'eux que du coup, je pense qu'il n'y a pas de choses aussi éthiquement justes sur la manière dont on prend en compte les gens et ce qu'ils sont, donc, et leur parcours de vie. Donc ça, c'est vraiment assez puissant quand même. Donc, voilà. Donc toutes les écoles voudraient qu'on mène maintenant un croisement dans chaque école, mais bon, on va déjà essaimer et faire en sorte que cette charte, voilà, elle soit activée au sein des écoles et après on verra, mais parce que les suivis, il y en a plein, mais voilà. Ok, merci beaucoup pour ce retour qui permet aussi de voilà, illustrer, vraiment incarner comment est-ce que ça peut se dérouler et les résultats aussi que vous avez pu éprouver. Donc merci à vous deux. Et du coup, maintenant, on arrive à la troisième séquence de notre webinaire où on voulait revenir un peu plus en détail, après vous avoir présenté voilà, les objectifs, les fondamentaux, le contenu de cette démarche, et puis de vous avoir montré aussi ce que ça peut donner dans la manière dont ça peut se déployer sur un territoire. On voulait maintenant revenir sur le lancement de l'expérimentation territoriale que PQNA lance tout juste dans le but d'accompagner un territoire politique de la ville pour construire et pour concevoir, construire et mener une démarche du croisement des savoirs et des pratiques. Et donc voilà, l'idée c'était de vous donner plus d'informations sur cette expérimentation. Juste avant de rentrer, je vais remettre mon partage, juste avant de rentrer dans les détails de cette expérimentation, je vais juste vous redonner un peu le contexte aussi, notre contexte d'action à PQNA et puis le contexte aussi des territoires politiques de la ville actuels. Parce que du coup, je pense que beaucoup d'entre vous le savent déjà, mais la participation des habitants en quartier politique de la ville, c'est vraiment un des fondements de cette politique publique, de la politique de la ville. C'est un des piliers historiques, le fait de faire avec les habitants-habitantes tout au long des projets, de les impliquer dans les politiques publiques qui les concernent. Il y a aussi le fait de les impliquer dans l'animation, la gouvernance des contrats de ville
qui sont sur les territoires politiques de la ville. Ce pilier de la participation des habitants et des habitantes, c'est quelque chose qui est présent aussi dans les textes légalement. Il s'agit d'une obligation qui est posée et rappelée par la loi Lamy de 2014. Elle est aussi réaffirmée par plusieurs textes réglementaires assez récents relatifs à l'élaboration des contrats de ville 2024-2030, qui viennent réaffirmer à la fois le recours obligatoire au conseil citoyen sur les territoires, tout en laissant la possibilité de recourir à d'autres formes de participation, d'autres instances pour mieux la faire vivre, pour mieux l'adapter au contexte des territoires, notamment lorsque le conseil citoyen n'est pas en fonctionnement ou s'essouffle, puisque, comme l'a rappelé Marie-Pierre Brun en début du webinaire, c'est une réalité dans les territoires. Et à côté de ce cadre du coup posé sur la participation citoyenne, les territoires politiques de la ville, en tout cas, ont parfois du mal à se saisir de ce cadre tel qu'il est donné, et ils éprouvent pas mal de difficultés à lever les freins qui sont multiples à la participation des habitants, des habitantes en QPV, et notamment à la participation des habitants et des habitantes les plus en difficulté dans les quartiers politiques de la ville. Ça s'explique par un ensemble de contraintes que vous connaissez sûrement bien, mais voilà, des contraintes comme tout le monde, et puis qui sont renforcées en raison de situations assez précaires, des contraintes de temps, d'horaire, de garde d'enfants, des contraintes physiques, mentales, des contraintes qui sont liées à des situations déjà précaires qui ne permettent pas de donner de soi pour le collectif. Et tout ceci amène à dire impliquer et faire participer les habitants et les habitantes, c'est une démarche très exigeante qui demande à être travaillée en amont des temps de participation et en profondeur pour pouvoir vraiment prendre en compte tout un ensemble de conditions pour assurer une participation qui soit effective et qui soit au même niveau que celle qu'on pourrait demander à d'autres personnes. Et c'est vraiment dans cette démarche que la démarche du croisement des savoirs et des pratiques s'inscrit, et c'est l'approche et la méthodologie qui est adoptée par cette démarche. Mais du coup, pour revenir sur le contexte dans lequel s'inscrit cette expérimentation, comme l'a indiqué Marie-Pierre Brun en début de webinaire, c'est dans le cadre de ce contexte que la volonté de la DREET Nouvelle-Aquitaine et notamment de Marie-Pierre Brun, de confier à PQNA la mission d'accompagner une démarche de croisement des savoirs et des pratiques auprès d'un territoire. C'est dans ce contexte-là qu'est née cette volonté de la DREET, avec une volonté, comme elle l'a dit, de faire autrement, de proposer d'autres modes de faire à un territoire en tout cas. Et du coup, pour mener à bien ce projet, cette mission, à PQNA, on a beaucoup travaillé avec ATD Quart Monde pour remonter ce projet, accompagné aussi par Marie-Pierre Brun et la DREET pour monter progressivement ce projet d'expérimentation tel qu'on vous le présente aujourd'hui. Il y a eu une phase en amont de ce projet qui a été donc une phase de discussion, mais également une phase de formation de l'équipe PQNA auprès d'ATD Quart Monde, puisque, comme on l'a un peu dit au fur et à mesure de certains échanges, mais c'est vraiment nécessaire pour pouvoir appliquer correctement cette démarche, d'être formé à la méthodologie et aux étapes du croisement auprès de ceux qui l'ont initié, donc auprès d'ATD Quart Monde. Je n'ai pas bougé mes slides, mais du coup, je voulais revenir avec vous sur les bénéfices de cette démarche. Pareil, c'est peut-être un petit peu pour resynthétiser ce qui a été dit et les points phares de cette démarche. Mais en gros, on trouve, nous en tout cas, qu'il y a plusieurs raisons à inciter les territoires à se saisir de cette expérimentation et de cette démarche, bien qu'elle soit exigeante. Donc tout d'abord, on l'a déjà dit, mais c'est vraiment le fait d'intégrer pleinement le savoir et la parole des personnes en situation de précarité tout au long de la démarche, en réfléchissant à ce que ça implique et en mettant en œuvre certaines conditions pour garantir leur participation effective à même niveau que les autres acteurs. Donc, par exemple, sur un plan financier,
La démarche veut que les participants habitants soient rétribués sur chaque journée d'animation, puisque pour permettre une égalité des conditions de participation avec les autres acteurs qui sont présents sur leur temps de travail et qui s'inscrivent dans leur champ professionnel. Donc ça, c'est sur le plan financier, garantir ces conditions financières de participation, mais aussi sur un plan plutôt mental, intellectuel. La démarche, elle nécessite un réel accompagnement en amont, pendant et après les journées de croisement vis-à-vis de ces personnes en situation de précarité, pour leur permettre de progressivement vraiment construire un savoir bâti, et on l'a dit, de passer du témoignage à un savoir construit, transmissible au fil des journées, au sein de leur groupe de pairs. C'est aussi du coup une démarche qui est vraiment basée sur la reconnaissance de ce savoir expérientiel qui est détenu par les personnes en situation de précarité, pour venir en fait aider les autres acteurs à bâtir un savoir collectif, mais qui partent vraiment de ce savoir du vécu, qui a une place très importante dans la démarche. Et c'est aussi une démarche qui repose sur un processus et une mécanique d'animation unique qui consiste à construire un savoir collectif. Donc on l'a dit, en passant du groupe de pairs au moment de plénière. Et pour finir sur vraiment les apports de cette démarche, c'est une démarche particulièrement sensible et qui veille à inclure chaque participant, quelle que soit sa posture, son environnement, pour mieux lutter contre la pauvreté et réellement impliquer les personnes en situation de précarité. Donc ça, c'est pour un petit peu revenir sur les apports de cette démarche et maintenant sur l'expérimentation territoriale en tant que telle qui est proposée au territoire par PQNA. Il y a aussi tout un ensemble d'intérêts et ça constitue une opportunité pour les territoires de se saisir de cette expérimentation. Tout d'abord parce que ce qui est proposé, c'est un accompagnement et un suivi dédié par PQNA et qui est pris en charge autant sur les moyens d'ingénierie humains, puisque l'équipe de PQNA portera cette démarche aux côtés du territoire, sur le plan financier également, puisqu'il y aura une grande partie de la démarche qui est prise en charge financièrement par PQNA, avec quand même une petite contribution du territoire qui sera demandée, mais vraiment une grande partie des moyens financiers est supportée par PQNA. Et toute cette prise en charge, elle inclut aussi le fait d'avoir une réflexion sur comment rétribuer les habitants, les habitantes qui y participent. Donc ça, on est encore en cours de réflexion sur les moyens administratifs, juridiques, mais c'est en cours pour vraiment avoir cet élément important de la démarche. Cette expérimentation, elle permettra également aux territoires sélectionnés de bénéficier du cadre méthodologique de la démarche du croisement des savoirs et des pratiques qui sera garantie par PQNA en tant qu'acteur formé. Et le territoire pourra également bénéficier de l'expertise que PQNA a pu développer en se formant auprès de l'ATD. C'est aussi l'occasion de faire projet en créant du lien ou de renforcer les liens, en tout cas, entre les institutions du territoire, l'ingénierie locale, les habitants et habitantes qui y participent. C'est un des atouts de l'expérimentation et de la démarche. Et puis, on l'a dit, le fait que cette démarche vraiment aboutisse à une transformation des pratiques, à la fois sur une dynamique collective, mais aussi de façon très individuelle sur chaque participante de la démarche. C'est un des éléments et des impacts importants. Et puis finalement, pour finir sur ces apports, il y a aussi le fait que ça soit une opportunité pour travailler sur le développement ou la mise en œuvre d'une action, puisque c'est ce à quoi vont aboutir les 3 journées de croisement, entre autres, mais de façon concrète. Et donc ce travail il permettra de construire une action qui pourra s'inscrire ensuite dans le territoire et continuer par la suite. Je ne vais pas revenir sur toutes les conditions, les modalités de candidature parce qu'on va vous faire parvenir l'appel à candidature
très prochainement, où vous retrouverez toutes ces informations. Mais juste quelques mots sur des conditions préalables pour candidater à cet appel à candidature. Cet appel à candidature qui s'adresse vraiment au territoire politique de la ville et plus précisément aux intercommunalités qui portent un contrat de ville en Nouvelle-Aquitaine. Donc c'est les territoires qui pourront candidater. Et après, je ne reviens pas sur les conditions nécessaires qu'ont développées ATD, mais voilà, il doit vraiment y avoir une volonté de s'engager dans ce projet et qui devra être formulée à travers les éléments de candidature qu'on demandera au territoire, notamment à travers une lettre d'engagement du président de l'EPCI pour marquer une volonté politique de s'engager là-dessus. Sur le déroulé un peu plus précis de cette expérimentation, les grandes étapes qui sont prévues sur cette expérimentation et donc qui rejoint un petit peu d'autres expérimentations, mais donc la première étape c'est bien sûr de constituer un groupe projet pour suivre cette expérimentation avec PQNA et les membres du territoire qui feront partie du groupe projet. On lancera un comité de pilotage sur le territoire pour présenter l'expérimentation après la constitution de ce groupe projet. Ensuite, il y aura les 3 journées d'animation du croisement des savoirs et des pratiques sur le territoire, un comité de pilotage de bilan de l'expérimentation sur le territoire, et puis pour finir, un temps de restitution des journées d'animation, encore une fois, sur le territoire. Sur le sujet qui sera choisi, le choix qu'on a fait, c'est de ne pas cibler certains sujets à imposer au territoire, parce que la volonté, c'est vraiment que la démarche réponde au mieux aux besoins et aux enjeux du territoire. Et donc, du coup, l'idée, c'est que les territoires intéressés nous amènent leur contexte, leurs enjeux et leurs besoins autour d'un sujet qui est très présent dans leur quartier politique de la ville, pour qu'on puisse ensuite voir comment on construit ce projet autour de ce sujet. Et donc, en termes de livrables, on prévoit à la fois, donc, à l'issue des journées, soit construit autour des temps entre participants un plan d'action, donc l'issue des journées, et puis un livret de capitalisation de la démarche qui rassemblerait les éléments issus des journées, un peu comme ce qu'ont présenté l'équipe du centre d'animation des couronneries. Plutôt sur la partie du coup calendrier, donc, après avoir présenté ces différentes étapes, comment ça va se manifester dans le temps. Donc là, on est en juillet, on prévoit de lancer l'appel à candidature mi-juillet. Donc on vous tiendra informé de cet appel à candidature et on vous le transmettra. Ensuite, les territoires ont entre mi-juillet et mi-septembre pour répondre à cet appel à candidature, avec possibilité bien sûr d'échanger avec nous s'il y a besoin de répondre à des questions ou d'en savoir plus. Mi-septembre, on prévoit de réunir les membres du jury de sélection pour choisir le territoire à sélectionner. Donc ce jury de sélection, il sera composé d'à la fois nos copilotes, des copilotes du GIP de PQNA, donc l'État, le conseil régional, PQNA et ATD Quart-Monde pour nous appuyer. D'octobre à décembre, ça sera une phase de préparation et de construction des journées d'animation avec le groupe projet dédié à l'expérimentation. Ensuite, au premier trimestre 2027, les journées, l'animation des 3 journées d'animation. Et puis, au premier semestre 2027, on organisera après un temps de restitution et de capitalisation des résultats de l'expérimentation. On vous a mis nos contacts, mais on vous les remettra dans le chat si besoin, si jamais vous avez besoin de nous contacter là-dessus. Et du coup, s'il n'y a pas d'autres questions, on va s'arrêter là, juste sur les suites là, du webinaire. Déjà, merci beaucoup à nos intervenants, intervenantes pour vos interventions très enrichissantes. Et puis, du coup, concernant l'appel à candidature, on transmettra aux acteurs politiques de la ville un mail avec cet appel à candidature. Et puis, sur notre site internet, on fera un article aussi avec le document d'appel à candidature pour qu'il puisse être visible publiquement par tous les acteurs.
Donc voilà, on vous tiendra informé là-dessus mi-juillet. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de plus d'informations. Merci à vous tous d'avoir participé à ce webinaire du coup. Et puis bonne suite de journée.